3, 2, 1. Bonjour Robin Soulier. Bonjour. Vous êtes chargé de projet chez EGEH. Alors ça veut dire études en géologie, environnement et hydrogéologie. On le voit peut-être derrière nous. Merci de nous accueillir sur votre stand du salon Cyclo de Toulouse. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre société et votre domaine d'activité? D'accord. Et ben alors EGEH, c'est un bureau d'études qui a été fondé il y a 25 ans par Monsieur Pastier ici présent. Donc ça représente à peu près 15 personnes à l'échelle de la France. Donc on est en 3 agences. Donc on a Limoges, qui est notre siège social. On a Paris et on a Bordeaux. En termes de spécialité, donc on est dans les cités sols pollués, l'hydrogéologie et les dossiers loi sur l'eau. Et évidemment les études hydrauliques que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est le but de notre présentation. Donc en fait ces études de gestion d'eau pluviale, on les fait pour plusieurs typologies de clients. Donc là on peut voir Webuild, Vinci, Speed, Mathieu Bar, NGE. Donc là c'est vraiment sur les lignes du nouveau métro de Paris. Donc on est un peu sur les lignes 15, 16, 17, 18. Mais on fait aussi ce genre d'études pour d'autres types de clients, donc des promoteurs, mais aussi pour des parcs photovoltaïques. Donc à l'échelle des 2 dernières années, ça représente 150 à 200 études. Ah oui, c'est beaucoup, effectivement. Et le contexte dans lequel vous intervenez, c'est quoi? Quels sont les enjeux liés à la gestion des eaux pluviales pour les clients que vous venez d'évoquer? Alors, les enjeux, donc c'est un constat plus qu'un enjeu réellement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on a artificialisé les sols, on les a imperméabilisés, ce qui a généré des flux d'eau de plus en plus conséquents. Et on se rend compte qu'avec les années, il y a de plus en plus de phénomènes d'inondation. Donc comme on a pu voir dans le sud-est, il n'y a pas très longtemps, ça génère des flux d'eau très importants, des dégâts humains et des dégâts financiers également. Donc nous, on intervient là-dedans. Et donc en fait, c'est régi par la loi sur l'eau, donc qui est une loi qui est divisée en 5 grandes rubriques. Donc les 3 en gras, c'est les 3 qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc on a la numéro 1, donc tout ce qui est prélèvement d'eau. La 2, c'est rejet. La 3, c'est les impacts sur les milieux aquatiques. La rubrique numéro 4, c'est impacts sur les milieux marins. Et la numéro 5, les régimes d'autorisation. Donc tous les dossiers que l'on rédige sont soumis à validation, donc soit par des services de l'État, comme la DDTM, qui va valider nos calculs, nos préconisations, soit par exemple pour les chantiers du Grand Paris, par des maîtrises d'œuvre qui vont valider pareil nos calculs, nos dimensionnements et ainsi de suite. Donc en fait, votre rôle, c'est d'aider vos clients à être en conformité avec cette loi. D'accord. Donc ça, c'est votre première étape, l'examen de cette loi. Du dossier, après ça se déroule, un projet de gestion Alors, on a une phase d'abord d'avant-projet. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est de prédimensionner la gestion des eaux pluviales. Donc c'est de prendre le projet assez en amont avec le client pour essayer de cerner tous les enjeux un peu financiers, les enjeux environnementaux, et vraiment prendre le projet très en amont pour pouvoir l'orienter dès le début et ainsi le fluidifier, le rendre plus rapide et moins onéreux pour le client. Donc dans cette phase d'avant-projet, on va commencer par définir les grandes hypothèses qui vont servir à l'entièreté de nos calculs. Donc on a la période de retour. Donc en fait, c'est la probabilité qu'une pluie se produise. Donc une pluie 50 ans va se produire tous les 50 ans, mais elle va générer un flux d'eau conséquent. Pareil pour une pluie de 100 ans, 5 ans, 10 ans. Donc ça, c'est souvent imposé par des gestionnaires de réseau ou par des communes. Ensuite, on a le recouvrement et le coefficient de ruissellement. Donc en fait, pour expliquer, c'est-à-dire qu'une goutte d'eau qui va tomber sur un béton ou dans un espace vert ne va pas avoir la même typologie de ruissellement. L'espace vert va favoriser l'infiltration alors que l'enrobé, beaucoup moins. Ensuite, on a les différents types de rejet, les débits de fuite. Donc le débit de fuite, c'est le débit pour lequel on est autorisé à rejeter les eaux dans un réseau, dans un milieu naturel. Et enfin, les points de rejet. Donc il faut savoir, pour la gestion des eaux pluviales, on a 3 préconisations pour les rejets. On a un ordre, une classification. Donc en premier, le top du top, c'est de rejeter, de réinfiltrer directement les eaux à la parcelle. C'est pour imiter en fait le phénomène naturel. Mais c'est pas toujours réalisable, que ce soit... c'est l'idéal, mais pas toujours faisable. Dans un monde parfait, mais bon, il y a des géologies qui ne le permettent pas, des endroits qui ne le permettent pas. Ensuite, on a le rejet au milieu naturel avec accord. Et là, pareil, il faut quand même être très rigoureux sur les rejets parce qu'il ne faut pas polluer le milieu récepteur. Et enfin, on a le rejet au réseau avec régulation et des normes de rejet. Donc là, en fait, régulation, c'est l'aspect quantitatif et normes de rejet qualitatif. Donc là, c'est régulation quantité-qualité. D'accord. Donc dans cet avant-projet, vous étudiez les 3 méthodes possibles et ce qui serait le plus adapté au projet. On regarde ce qui est réalisable. D'accord. Ok. Donc l'étape suivante, là, on est au stade de l'avant-projet. L'étape suivante, c'est le projet. Le projet en lui-même. Vous vouliez nous présenter. Expliquez-nous votre travail là, à ce moment-là. Donc là, c'est maintenant qu'on a vu un peu toutes les hypothèses, on va passer dans le concret. Donc rédiger une note technique qui sera transmise au client et à la maîtrise d'œuvre. Donc dans cette note technique, on retrouve
Pourquoi? Des dimensionnements des différents ouvrages. Donc pour les eaux pluviales, dans un premier temps, on va calculer le volume qui va ruisseler sur la parcelle. Donc là, avec tous les éléments qu'on a vus précédemment. Donc là, on a une méthode qui s'appelle la méthode de Kako. Ensuite, on a le dimensionnement, donc la taille de tous les fossés, caniveaux, canalisation. Donc là, on a la méthode de Manning-Strickler. D'accord. Et enfin, le dimensionnement du bassin de rétention. Donc là, on a certaines personnes ici qui en parleraient peut-être mieux, mais on a la méthode des pluies qui permet de dimensionner la taille du bassin, qui va permettre de prendre toutes les eaux pluviales du site et de les rejeter à un débit régulé. En finalité, on a une unité de traitement. Donc là, c'est les normes de rejet qu'on a vues précédemment. Et bien sûr, la totalité de ces calculs sont soumis à validation. Donc là, c'est tout ce que vous suggérez dans votre projet, tous les éléments que vous apportez clé en main en fait à votre client. Peut-être qu'on peut regarder un exemple. Je crois que vous aviez à nous proposer pour qu'on comprenne un petit plan avec moi. Ouais. Donc en fait, nous on fait des préconisations de taille. D'accord. Et après, en fait, notre client, lui, va remettre ça avec ses dessinateurs à l'échelle. Donc là, on voit des... Il s'agit de quel projet, quel type de projet? Alors là, c'est pour une ligne de métro du Grand Paris. D'accord. Donc là, c'est un des ouvrages parmi tous ceux qu'il y a. Donc en fait, là, on avait préconisé des grilles à valoir avec des canalisations qui vont renvoyer les eaux pluviales jusqu'à un regard de refoulement qui va les mettre ici dans un bassin de rétention. Ce bassin va ensuite se rejeter dans une unité de traitement qui va ensuite alimenter le réseau, un débit régulé. Ok. Donc ça, c'est votre rendu final. Ça, c'est le plan qui sera vraiment... avec vos préconisations. C'est ça. Donc c'est un exemple très urbain. Est-ce qu'on peut voir un autre exemple? Parce que je crois que votre gamme, entre guillemets, d'intervention, elle est très large. C'est ça. Un exemple donc, plus là, on avait agricole. un projet assez récent. Donc c'était un parc agri-photovoltaïque. Donc c'est pour faire une communion entre tout ce qui est agricole, mais aussi les panneaux. Donc c'était un contexte environnemental très conséquent puisqu'on avait 150 hectares de panneaux et 300 hectares de projets. Donc on avait de nombreuses typologies d'habitat, ce genre de choses. Donc là, pour entrer plus dans le vif des rubriques spécifiques de la loi sur l'eau, donc on avait la 2.1.5.0, donc c'est les rejets des eaux pluviales dans les eaux douces. La 3.3.1.0, donc c'est tout ce qui concerne les zones humides. Donc ça, c'est vraiment un enjeu très 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 important dans la loi sur l'eau. C'est vraiment la zone humide, c'est ce qu'il faut essayer de moins impacter parce que sinon derrière, on a des recommandations très importantes. Et enfin, 3.2.3.0, les plans d'eau permanents ou non. Donc à l'échelle de ce projet, on avait un peu tout ça, on avait beaucoup de zones humides en plein milieu du projet en fait et un peu partout à l'échelle du projet. Et donc nous, notre objectif, c'était vraiment de nous adapter au contexte local du projet. Donc ce qu'on vient de citer, donc pas d'aménagement en zone humide. Le fait de pouvoir prendre le projet bien en amont permet d'orienter le client sur ce genre de choix. Après ensuite, votre diagnostic, vous pouvez préconiser. C'est ça. Ensuite, la conservation des haies qui étaient présentes pour garder une bonne écologie et tous les divers habitats. Et enfin, pour permettre la pâture des animaux entre les rangées, ce qui permet d'éviter le passage d'engins mécaniques et ce qui permet de garder un aspect naturel en plus des panneaux. Et une double utilité, c'est ça. Je crois que vous voulez nous montrer le rendu que ça a donné aussi. Alors, un des types de rendu, c'était un schéma d'aménagement typique de la zone. Donc en fait, là, on avait les futurs panneaux, la zone naturelle et la zone humide qui bordait tout ça. Donc nous, on est parti sur des noues, donc ce que j'ai présenté tout à l'heure. Donc c'est des noues naturelles, c'est comme un caniveau, sauf qu'en fait c'est végétal. Ça permet d'infiltrer naturellement les eaux et de les canaliser. Donc sur ce projet, on le voit ici, donc on avait les précipitations qui vont tomber sur les futurs panneaux. Elles vont ruisseler, commencer à s'infiltrer, mais ça va générer un flux d'eau qui va se diriger vers la première noue, qui elle va stocker et infiltrer les eaux. Par la suite, cette noue va renvoyer par surverse le reste d'eau par-dessus la voirie et dans une deuxième noue, pareil, infiltration, pour ensuite aller directement dans la zone humide. Donc il y aura ainsi une alimentation naturelle par le sol et une alimentation par le sous-sol également. Donc là, votre enjeu, ça a été de proposer la solution la plus naturelle possible, compte tenu des contraintes existantes en fait. Oui, on ne voulait pas mettre du béton partout pour canaliser et sur un projet rural, dans un projet, c'est ça. Effectivement, d'accord. Donc ça, c'est ce que vous suggérez aux clients. C'est ce qu'on suggère donc en termes de vue un peu on voit bien ici, plus 3D, ça donne ça en fait. C'est des espaces vraiment naturels qui canalisent, la voirie. Là en plus l'infiltration n'était pas excellente non plus. Et donc après tout ça renvoie vers la zone humide en finalité. D'accord. Donc si on veut synthétiser un petit peu tout ça, là on a vu des exemples très concrets. Quel est le bénéfice pour un client de faire appel à vous, à EGEH,
dans le cadre d'un projet de construction, on imagine qu'ils peuvent pas penser à toutes ces choses auxquelles vous pensez, vous. C'est ça votre rôle, c'est d'être un peu des alertes? Nous, en fait, c'est de prendre le projet le plus en amont possible pour essayer de le fluidifier, parce que c'est des dossiers qui ont des très longues périodes d'instruction. Donc, plus on le prend tôt, plus on peut l'orienter facilement et plus on peut faire gagner du temps et du coup de l'argent à notre client, tout en ayant des préconisations plus environnementales. D'accord. Puis vous apportez aussi votre expertise, peut-être des retours d'expérience sur d'autres projets. C'est ça, on commence à avoir quand même pas mal de retours d'expérience, donc on essaye d'apporter un peu notre patte au projet, quoi. Ok, donc vous disiez, pour synthétiser, c'est un gain de temps pour les clients, gain d'argent aussi, j'imagine. Puis on s'adapte à la demande du client et ainsi nous on fait des recommandations vis-à-vis de ça. D'accord, donc on a vu à toutes les étapes, vous pensez à tout ce à quoi il faut penser pour instruire un dossier. Merci beaucoup Robin Soulier pour cette présentation. Et puis ceux qui veulent en savoir plus sur vos études peuvent vous contacter. On a un site internet, EGEH, n'hésitez pas. Ok, merci à vous. Merci à vous.